Bonjour à tous, et c'est Ciano et aujourd'hui une petite vidéo tout simplement pour parler de ce qui arrive avec moi de la Chine et en même temps je voulais célébrer indirectement avec vous un an déjà d'habiter en Chine et je voulais vous parler sensiblement, faire une espèce de des petites différences si vous êtes jamais vraiment allé en Chine à rapport au Canada et peut-être même la plupart de l'Europe. Et la première chose, ce sont ce qu'on pourrait dire les rues en général. Si vous prenez une rue vraiment qu'on pourrait dire lambda, en Chine, la proportion commerciale est juste intense. Euh, En Chine, ben, comme il n'y a pas vraiment de filet social, que ce soit par exemple l'aide sociale au Canada ou au Québec, ou d'autres formes semblables de soutien financier lorsqu'on n'a pas d'emploi ou qu'on a de la difficulté à trouver un emploi ou des choses comme ça, ben, en Chine, les gens, ben, à la place, sont un peu comme pas obligés, mais plus enclins à démarrer des entreprises. Et des fois, ces entreprises vont vraiment peupler ce qu'on peut voir dans les rues de tous les jours. Tu vas te promener dans les rues et tu vas vraiment avoir un, un magasin à chaque, euh, même pas 5 mètres. Tu peux avoir vraiment de tout. Je dirais, bon, enfin, de tout, c'est tout ce qui est les trucs les plus communs, que ce soit les petits dépanneurs qu'on appelle au Québec, ou enfin, c'est mini épicerie, en gros, les trucs qu'on peut acheter vraiment très rapide, des boissons, des snacks, des choses comme ça, et ça, c'est les plus communs, c'est les trucs comme ça. Ensuite, tu as les espèces de petites épiceries, mais qui vendent des fruits, donc des fruiteries. Ensuite, il y a vraiment des restaurants. Ça, il y en a aussi à la pelle, hein, bon, pour utiliser une expression. Il y a vraiment, bon, c'est sûr que la grosse majorité des restaurants marchent un peu toujours sur le même principe. Bon, sensiblement un peu tout le même genre de bouffe, si on peut dire ça comme ça. Enfin, il y a trois catégories, si on veut, principales de nourriture. Il y a ce qu'on appelle les plats à base de riz. Donc, il va y avoir une base de riz, ensuite une protéine de viande ou de poisson. Le poisson, je dirais qu'il est beaucoup plus rare, mais généralement, ça va être par exemple les crevettes. Et ensuite, par-dessus, il peut y avoir un légume, par exemple le poivron ou autre, comme les pommes de terre. Sinon, il va y avoir à la place d'une base de riz, il va y avoir une base de soupe avec des nouilles. Donc, on pourrait presque dire une base de, un peu comme le ramen, mais évidemment une façon chinoise de le faire. Donc une soupe, un bouillon, des nouilles, protéines encore une fois, des légumes, quelques petits légumes. Et il y a le troisième qui sont plus tout ce qui est soit dumplings ou les équivalents de... En gros, c'est des gros dumplings à base pommes de terre, non, pardon, de pain, si on peut dire. Ce qui sont appelés les baozi ici en Chine. En gros, c'est juste une boule de pâte avec un petit peu de viande à l'intérieur. Il y a beaucoup ça, je dirais de façon générale. Et il y a aussi la quatrième catégorie, que j'ai quasiment oublié, qui sont plus la bouffe de rue, qui sont plus des bouffes vraiment plus snacks, si on peut dire, ou des trucs vraiment très rapides qui peuvent être faire partie de les autres catégories. Et on va rencontrer souvent plus euh, les brochettes de saucisses, très populaires en Chine, mais c'est des saucisses qui sont, on s'entend que c'est pas la meilleure qualité de viande, si on peut dire, c'est de la viande très euh, cheap, entre guillemets, ou basse qualité, mais bon, sinon, c'est ça. Et c'est vraiment dans les rues, quand on se promène, ben, ça va être des fois le magasin va faire 5 mètres carrés vraiment. Et il va y avoir deux étagères de choses à vendre. Et that's it. Et rien d'autre. Et c'est vraiment comme ça. Tu vas te promener. Il va y avoir vraiment. Là, ici, c'est plus un centre d'achat. J'ai l'impression que c'est pas en Chine parce que c'est Paris Fashion. Mais bon, c'est pas important. Mais ça va être vraiment
voyez un peu plus avec celle-là à gauche, en bas à droite. Euh, non, on voit pas ma souris, mais bon. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a par rapport à tous les autres pays. C'est vraiment ce concept de commercial à profusion. Tu te demandes même comment ça peut fonctionner autant si des fois tu peux avoir genre vraiment comme 5 petits dépanneurs, un à côté de l'autre, à même pas 20 mètres de différence. C'était comme, mais comment ça peut fonctionner? Ben, c'est la quantité. Je pense que c'est une des choses qui est flagrante dans Chine, c'est que tout marche parce qu'il y a de la quantité. Et c'est aussi une des grandes raisons pourquoi les choses, de façon générale, ne coûtent pas cher, que ce soit par exemple sur le transport ou l'utilisation du vélo à location ou peu importe, ben c'est toujours en rapport à... Parce qu'il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, je suis dans une ville campagne qui est à 1 heure de distance d'une petite ville, et il y a 1 million d'habitants. Ce qui est quand même assez wow pour une petite ville de campagne. Donc je suis vraiment dans une ville de campagne à 1 heure d'une petite ville et non d'une grande ville. Donc, mais bon, ça c'est la Chine. Même des petites villes de campagne, il peut y avoir des fois des quantités comme ça de population assez rapidement. Parce que bon, c'est très... comment dire? Voyons. Je cherche mes mots. Moi, la population est très dense dans la plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment la plus grande chose qui va être différent, si on peut dire ça. C'est vraiment le côté commercial qui est... bon, c'est principalement à cause il n'y a pas de, comme je disais, de filet social à proprement parler. Donc c'est toujours un peu plus difficile de ne pas travailler, en guillemets, en Chine. Donc la deuxième chose, bon, c'est sûr que si vous avez été dans un restaurant chinois, plus ou moins n'importe où dans le monde, ben, vous avez sûrement vu la même chose. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de unique en Chine, mais c'est une façon de faire qui vient de la Chine. C'est la restauration communautaire. En gros, vous allez vous asseoir une gang d'amis autour d'une table en rond, et au milieu, vous allez avoir comme ça plusieurs plats que tous les gens vont commander en commun. Et c'est sensiblement, ben, vous piochez dans ce que vous voulez. C'est vraiment l'une des choses qui est très forte en Chine, c'est le côté qu'on appelle un peu le côté communautaire. Le fait de faire ça, ben c'est ultra commun de quand tu vas en restaurant, dans même un petit restaurant qui n'a pas des plats comme ça, une table comme ça, pardon. Même si tu vas juste deux, trois amis ou personnes qui se connaissent dans même un petit restaurant, ben souvent chacun va commander son plat, mais chacun va pouvoir piocher dans le plat de l'autre. Et c'est une des façons que vraiment moi j'ai pu découvrir beaucoup, énormément je dirais, de plats, plus dans mes premiers voyages que dans aujourd'hui. De pouvoir vraiment tester des plats que au moins au départ j'étais comme non, ça m'intéresse pas. Et bon, voilà. Ça permet vraiment de partager entre guillemets la facture, si on peut dire ça. À rapport, bon, au bout de la ligne, ça revient que chaque personne va en payer environ 10$, 10-12$ selon évidemment là, ce que vous prenez et la quantité à rapport au monde. Donc voilà. Donc ensuite, on va parler vraiment plus des côtés, bon, ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une des choses qui, moi, même encore aujourd'hui, après plusieurs années d'avoir vécu en Chine, euh, c'est des choses qui, des fois, vont quand même t'agacer. Parce que des fois, c'est tellement... Wow, donc, faire la ligne pour faire la queue ou attendre à quelque chose, ça, ça c'est vraiment, je pense, c'est une des choses les plus flagrantes qui, moi, je trouve que même encore aujourd'hui, des fois, ça va me titiller parce qu'il y aura toujours, même si des fois, il va y avoir un semblant de ligne de gens qui attendent, il va toujours avoir potentiellement
chinois, chinoise, qui va venir de n'importe où et va couper tout le monde presque, même à aller vers l'avant pour aller parler, par exemple, prendre un ticket de train ou peu importe, là, euh, peu importe la raison de faire une ligne. Et vraiment, la personne va venir genre de loin ici, puis vraiment comme essayer de passer en avant de tout le monde. Là, t'es comme, t'as le goût de faire, hey, peux-tu aller attendre en arrière comme tout le monde? Puis ça, c'est, ça vraiment, il faut s'y faire, faut s'y faire. Moi, ça vraiment, c'est le truc qui vraiment m'agace beaucoup, 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 parce que moi, je suis quelqu'un qui essaie au moins de respecter le plus possible le fait de donner la priorité à quelqu'un qui a été là avant moi. Mais en Chine, faut que tu prennes ta place, faut que vraiment tu tasses entre guillemets les gens, de dire hey, j'étais là avant moi, avant toi, tu sais, je vais prendre ma place, même si la personne était parce que des fois c'est plus compliqué quand t'es un peu un globe comme ça. Bon, ça c'est vraiment extrême là, ce genre d'agglutination. Mettons, par exemple à l'hôpital, vraiment en plus, là ça va être, mettons, il va y avoir trois lignes comme ça plus. Et là ça va être parce qu'il va y avoir des espèces de barrières qui vont essayer de forcer les gens à faire une ligne, mais les gens ne font pas de ligne là, pareil. Et l'autre qui était un peu plus difficile vraiment à démontrer parce que c'est quelque chose qu'on faut le vivre. Je l'ai mis le klaxon interdit, mais c'est vraiment tout ce qui est lié à la conduite automobile. En gros, pour le résumer en une ligne, c'est que le concept de priorité en rapport à un autre véhicule ou à une autre personne, ça existe littéralement pas, j'ai l'impression, en Chine. On dirait que c'est pas quelque chose qui est dans l'apprentissage de la conduite automobile et ça vraiment, ça peut faire peur. Vraiment, si vous, selon évidemment dans les quels coins de Chine que vous allez, des fois vraiment, faut vraiment vraiment porter attention parce que je veux pas nécessairement dire que les conducteurs ne portent pas attention, mais ils vont prendre la chance de passer s'ils peuvent passer. Par exemple, si moi je marche vers l'avant et un véhicule veut tourner à droite ou à gauche, plus à droite souvent, là, euh, si tu te mets pas littéralement devant et qu'il voit qu'il y a de la place à passer devant toi, il va prendre la chance de passer. Donc encore une fois, ça rend pas un peu le même genre de concept d'agglutination ou enfin un chinois ou une chinoise, là, je dis chinois mais bref, comprenez, va vouloir prendre sa place avant s'il peut. Et puis lorsque vous êtes mettons dans un taxi ou les équivalents, des fois c'est drastique parce que ça peut faire peur. Moi j'ai eu peur plusieurs fois, surtout quand tu arrives dans des conduites un peu plus haute vitesse pour aller à, par exemple quand j'ai été dans la ville natale de ma copine, euh, ben des fois c'est la conduite vraiment, il dépasse sur une ligne simple dans une route de campagne. Donc, il y a toujours un peu cette espèce de conduite, pas dangereuse, mais beaucoup plus agressive. On va le dire comme ça. C'est vraiment la conduite beaucoup agressive. Et pourquoi j'ai mis le symbole de klaxon? C'est que le klaxon est trop utilisé à outrance en Chine pour tout et n'importe quoi. Et ça crée un peu le problème de je me rappelle pas le terme, là, mais en gros, ça crée un peu le problème du cri ou ça crie au loup. Quelqu'un qui crie tout le temps au loup, à un moment donné, tu vas dire, ben regarde, c'est que tu deviens un peu comme insensible au klaxon. Et des fois, ben, tu vas marcher dans la rue, quelqu'un va te klaxonner, mettons que ce soit un vélo électrique surtout, là. Ben, tu vas peut-être pas nécessairement porter attention et la personne va passer devant toi. Fait que ça va créer cette espèce d'habitude qui est vraiment malsaine, tant qu'à moi, parce que ça klaxonne toujours pour tout et n'importe quoi, veut prendre sa place. Il y a
Moi, ce que je comprends pas, c'est quand il y a du trafic que ça klaxonne. Moi, je suis comme, ben, ça donne rien, ça va pas aller plus vite. Mais bon, ça, je pense que c'est vraiment des choses qui sont, tu sais, c'est pas des gros impacts dans la vie de tous les jours, là, on s'entend. Mais c'est toujours des petits trucs qui peuvent être agaçants, surtout, tu sais, c'est des choses quand même, c'est question de sécurité aussi quand tu es habitué à des trucs américains ou même européens en général. Moi, j'ai jamais été en Europe, là, mais je sais que ça ressemble beaucoup en Amérique, comment ça fonctionne en Amérique. Eh bien, ben, ouf, mon Dieu, des fois, là, faut vraiment faire attention parce que si tu te mets pas devant le véhicule, des fois, ils vont prendre leur place. Puis ça, des fois, c'est fâchant parce que des fois, t'es comme, faut que tu arrêtes ton pas pour laisser passer le véhicule, ce qui, de façon générale, devrait pas arriver. Tu devrais avoir priorité comme piéton, mais ça... Mais bon. Ensuite, on va passer vraiment... là, ici, je vous ai mis à gauche WeChat. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben c'est l'équivalent de WhatsApp en Amérique. J'ai mis Line aussi parce que c'est l'équivalent asiatique hors Chine, là, qui est principalement utilisé au Japon, je dirais. En Corée aussi, si je ne me trompe pas. Mais sensiblement, c'est tout un peu le même... Ben, ces deux-là ensemble, plutôt. Ils sont un peu sur le même principe. Même WeChat, sensiblement, c'est tout en Chine. En gros, trouver quelqu'un qui n'a pas WeChat en Chine, c'est pratiquement impossible. C'est l'application presque universelle aujourd'hui en plus. Parce que tu peux tout faire avec cette application. Principalement, c'est une application de messagerie entre personnes, mais c'est aussi une application de portefeuille. En gros, tu peux avoir de l'argent sur cette application et tu peux payer pour tout, sans exception. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe en Chine que tu peux ne pas payer avec le WeChat, puis ça doit être assez rare si ça arrive de devoir payer en cash. Ça, je pense que même dans des petits villages comme la ville natale de ma copine, j'en ai vu, mais c'est très, très, très rare. Que même les personnes les plus pauvres vont avoir une façon de payer par WeChat. Ils vont accepter le cash parce que ils sont capables de dealer avec. Mais même dans les grandes villes, c'est inexistant le cash. Tu peux payer cash, ce n'est pas refusé, mais c'est tellement pas commun qu'ils vont faire « Hein? C'est quoi ça? » Parce que j'ai déjà... parce qu'à un moment donné, on m'avait demandé un yuan, qui est l'équivalent de peut-être un 25 sous, pour emporter, puis je voulais pas comme ressortir l'application pour payer un yuan. J'ai juste sorti de mon portefeuille un yuan qui traînait, puis la personne a fait « Oh, ok. » Elle a fait « Ok. » Et ensuite, l'IP, c'est un peu l'espèce de compétiteur, si on veut. Il est présent à, je pourrais pas dire, à 70%, 80%. C'est dur à vraiment dire quel pourcentage. Mais sensiblement, c'est le même principe. Mais beaucoup, WeChat, c'est indéniable. Là. Tu peux pas t'en sortir en Chine sans ça. Parce que, ben, c'est un peu le défaut en même temps. Parce que tu fais tout. Et si t'as pas ça, ben, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Il y a des choses que tu pourrais faire avec LIP si tu n'as pas accès, par exemple, à de l'argent, par exemple, avec WeChat. Et une des choses que je n'ai pas vraiment mis, mais c'est tout ce qui est en termes de, mettons, livraison de nourriture, livraison d'épicerie achetée en ligne, que tu fais pas nécessairement sur WeChat, là, mais que tu peux faire en Chine de façon générale. Et il n'y a pas de frais d'utilisation en soi. Le frais d'utilisation est tellement petit que ça ne paraît pas. Quand tu fais commande, par exemple, une commande à l'équivalent d'un Uber Eats en Amérique ou en Europe, ben, le prix est tellement bas, parce que ça marche encore une fois sur la quantité, que tu ne le vois pas vraiment sur ta commande, parce que souvent tu vas avoir un petit rabais sur ta commande qui va payer l'équivalent de la transaction.
parce que la plupart des livreurs, eux autres, vont faire 2, 3, 4 livraisons en simultané lorsqu'ils vont livrer à des gens. Et leur système fonctionne tellement bien. Ça s'appelle Meituan principalement, c'est pas le seul là, que j'ai pas mis ici, mais bon. Et comme je dis, tu peux, si tu, moi, dans mon cas, moi j'ai j'ai connecté ma carte de banque, donc je peux soit mettre de l'argent de mon WeChat à ma banque ou l'inverse, de prendre de l'argent de ma banque et le mettre sur WeChat. Je pense que c'est comme beaucoup de concepts de wallet ou de portefeuille. Ben, vous pouvez avoir le bip bip sur votre non, j'oublie le terme là. Mais le PayPass en bon français, de payer avec ta carte, mais sur ton téléphone, ça existe en Amérique. Là, c'est pas quelque chose. C'est quand même assez récent comparé de la Chine, que là, ça doit faire quand même plusieurs années que vraiment c'est à l'intégralité de la Chine qu'on peut utiliser cette application. Pour vraiment, aujourd'hui, encore plus, tu peux vraiment tout faire avec cette application. Tu peux commander un taxi, tu peux t'acheter un billet de train, tu peux vraiment, là, tu peux remettre de l'argent sur ton téléphone, payer ton téléphone, donc tout. En même temps, ça crée un défaut, parce qu'il faut avoir un numéro local, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui n'est pas entièrement vrai. C'est quand même possible d'avoir WeChat avec un numéro non local. Moi, j'avais réussi à l'époque. C'est pas si compliqué, puis c'est quand même accepté par la plateforme. C'est juste que la plateforme, ça va être beaucoup plus difficile de mettre des cartes bancaires qui ne sont pas chinoises. Parce qu'à l'IP, si vous prenez l'application sur le Google Store ou l'Apple Store en Amérique ou en Europe, il est possible de mettre une carte bancaire autre qui n'est pas chinoise. Ça reste compliqué de payer quand même en Chine malgré tout, mais il y a des façons un peu de... Si vous jouez un peu avec, là, il y a des façons de faire. Là, allez voir, parce que moi j'utilise très très peu l'IP. L'IP est principalement utilisé pour le transport, parce que ce n'est pas fait par WeChat. La seule chose qui n'est pas payée par WeChat, c'est le transport. Tout ce qui est transport public, là, le bus, le métro. Pas le train, parce que le train, c'est pas vraiment public à en parler. Mais bon, donc, ça, c'est la plus grosse affaire. Et ensuite, c'est plus pour le côté, là, ici, c'est vraiment en rapport à moi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est unique à la Chine en soi. Parce que je sais que c'est très, très, très présent dans les pays, ou enfin tous les pays, j'imagine, parce que je n'ai pas travaillé dans d'autres pays, dans d'autres pays, pardon, je finis par le dire. Parce que c'est la bureaucratie en général, de faire la papeterie pour être légal. En premier temps, il faut faire ceci, ce qu'on appelle le visa chinois. Donc évidemment, il faut, selon évidemment, si vous venez travailler, il faut en premier temps, que je n'ai pas mis ici, la lettre d'invitation de la personne qui va vous donner un contrat de travail. Après d'avoir mis ça dans votre passeport, vous allez pouvoir rentrer en Chine, et ensuite vous avez 30 jours pour appliquer pour ce qu'on appelle le visa d'habitation. Et ensuite le visa de travail. Enfin, c'est bizarre parce que ça s'appelle le visa de travail, mais c'est le permis de travail. En gros, vous devez avoir un visa de travail pour rentrer en Chine, et ensuite le visa de travail vous permet d'avoir un permis de travail. Et ensuite, ça vous permet aussi un permis de résidence. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai oublié d'ailleurs, je viens de penser. J'aurais pu mettre aussi le visa, le permis de résidence. Parce qu'après avoir rentré, comme ce visa n'est utilisable qu'une fois pour rentrer, mais pour rester légal, vous devez appliquer en deux temps. Un, pour avoir un visa qui s'appelle la résidence, le permis de résidence. Donc ça vous permet de sortir et rentrer en Chine légalement. En gros, le visa de résidence, c'est
ça va être marqué dessus travail. Pour quelle raison? Et le permis de travail, ben, c'est tout simplement, le nom le dit, ça permet de travailler légalement en Chine. Et sensiblement, ces concepts-là sont très, très, très rigides en Chine, parce que à tous les fois que tu changes, tu dois refaire ces démarches-là. Parce que pour avoir un permis de travail et le visa, il faut les deux autres choses que j'ai mis juste en bas. Votre diplôme universitaire, là ici j'ai juste coché mes informations personnelles là, de mon propre diplôme. Et ensuite, il va falloir aussi un certificat d'examination d'examen du docteur, sensiblement. Vous allez aller au docteur, vous allez passer une batterie de tests, et cette chose-là est valide 6 mois. D'ailleurs, une chose que j'ai oubliée aussi, vous devez avoir aussi votre dossier criminel, évidemment, vierge, que ça, je pense, c'est le plus compliqué et la plus agaçante de faire, de façon générale, surtout en étant à l'extérieur. Dans mon cas, c'est un petit peu plus facile, je dirais. Comme ça fait plus d'1 an que je vis en Chine, et que lorsque j'ai appliqué pour la nouvelle vie que je suis en ce moment, ils ont accepté que j'aie un dossier criminel de la Chine. En gros, j'ai donné un vieux dossier criminel qui datait jusqu'en juin, si je ne me trompe pas, juin de 2025. Et ensuite, j'ai donné le dossier criminel de la Chine qui datait du mois de janvier 2025 à juin 2025. Lorsque je l'ai fait, évidemment. Et ça, c'est valide 6 mois. Donc, ça m'a permis de me sauver quand même un gros montant d'argent parce que de commander, entre guillemets, le dossier criminel en Chine, à partir de la Chine, c'est compliqué et c'est très cher. En gros, ça demande de passer par un notaire, ça demande en gros, de commander, de passer par un notaire, puis tout ça, la dernière fois, ça m'avait coûté pas loin de 350 $, je crois. Ce qui est assez intense. Juste pour un papier qui va être legit 6 mois, ce qui est bon. Ça, c'est l'autre chose qui... je trouve ça drôle parce que de donner surtout il y a une autre chose que j'ai oublié, là, je les pense au fur et à mesure. J'ai aussi ce qu'on appelle un TOEFL, le TEFL, c'est tout simplement un petit diplôme ben niaiseux qui vous prouve que vous avez fait 120 heures d'études en termes de prof, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que tu peux faire l'examen, tu peux faire les cours et l'examen en moins de 2 jours, là, ce qui est pratiquement mon cas. Je l'ai fait en ligne, je l'ai fait je pense en 3 jours, même pas. Parce que c'est juste, tu regardes, tu fais juste lire les trucs, ensuite tu peux aller faire les examens un après l'autre avec un petit délai entre chaque. Et c'est tout. Et c'est vraiment, tu peux faire ça je pense, si vraiment tu te forces, tu peux le faire en 2 jours. Mais bon. C'est juste que moi, ça me permet, dans mon cas, de passer, entre guillemets, par-dessus, parce que c'est une des restrictions aussi, c'est d'avoir 2 ans d'expérience dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas. Moi, l'expérience que j'ai n'est plus ou moins officielle, donc c'est plus compliqué de vraiment la prouver. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce certificat de TOEFL, de TEFL. C'est le Teacher of Education of Foreign Language ou quelque chose comme ça, là. Professeur d'éducation de langue étrangère. Il y a aussi le TOESL, le TOESL. Donc, c'est le même principe, sauf que c'est anglais, langue seconde, les 3 dernières lettres, là. English Second Language. Le TO, je me souviens plus, là. Bref. Donc ça, c'est un truc qui est un peu agaçant parce que c'est beaucoup de paperasse à chaque fois. Ça doit recommencer presque à 0 à chaque fois. Puis tu te dis, ben vous avez déjà cette information sur moi, surtout le diplôme universitaire puis le TOEFL, que ben c'est ça, ces documents-là ne changeront jamais.
parce que t'as pas à les renouveler de façon légale. Ils ont déjà été légalisés avec un notaire, puis l'apostille qui appelle. La même chose avec ton montant fond que j'ai dû faire aussi, apostiller. Et de faire ça, de refaire ça à chaque fois, c'était un peu, pourquoi? C'est-tu vraiment nécessaire? Vous avez déjà l'information, mais pour eux, c'est de la paperasse. C'est des gens qui travaillent, puis c'est comme tout truc de gouvernement, j'ai l'impression, des fois, c'est des gens qui travaillent pour travailler, puis c'est tout. Je veux pas dire que c'est inutile, mais des fois, t'es un peu, ça pourrait être meilleur, tu sais. Moi, l'idée, si on veut, ça serait juste une carte. Un peu comme une carte. Parce que ça, à la base, c'est une carte. Rendue aujourd'hui, c'est une application. Mais il pourrait juste avoir une application, une carte, je sais pas comment l'appeler, qui pourrait avoir ton information de visa, ton information de si tu travailles, ton permis de travail, justement. Et ensuite, toutes les informations qui seraient liées à, par exemple, ton diplôme, tes autres trucs là, qui peuvent aller avec, comme par exemple l'examen médical et des choses comme ça. Mais bon. Donc, sensiblement, je voulais parler comme ça aujourd'hui de faire un... Parce que j'ai regardé, tu sais, je regarde beaucoup Louis San qui fait des vidéos qui parlent du Japon. Il y a aussi Japania qui parle du Japon. Je vois beaucoup de youtubeurs qui parlent de les 10 différences entre le Japon et la France, ou le Japon et le monde en général. Et je ne connais pas vraiment beaucoup de youtubeurs qui font vraiment ça pour le côté. Je vais vous montrer les différences de la Chine, parce que j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Moi, je le fais parce que je regarde d'autres sujets que je pourrais aborder à rapport à qu'est-ce que je pourrais vous parler de la Chine, et j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Sans rentrer dans des sujets, entre guillemets, politiques ou autres, j'ai un peu peut-être la difficulté parce que je suis pas quelqu'un non plus qui a nécessairement visité la Chine. Moi, je suis principalement venu que même pas 2 semaines au départ pour visiter. Et ensuite, c'est devenu un peu un mode de vie plus que vraiment le fait de visiter. Et en plus que j'étais pas quelqu'un qui regardait vraiment de façon générale, c'est quoi les différences entre les pays, parce que moi je suis quelqu'un qui, dans un sens, s'adapte à où ce qu'il est. Enfin, s'adapter, c'est une façon de parler, là. Je ne regarde pas, tu sais, c'est des choses que je ne remarque peut-être pas nécessairement, dans un sens, et c'est compliqué de vraiment, tu sais, qu'est-ce qui est unique à la Chine? C'est les choses que je vous ai montrées aujourd'hui, sont vraiment les plus gros points. Ça serait compliqué de vraiment faire d'autres vidéos en dehors de vraiment vous montrer peut-être des trucs plus de paysage, puis là, à ce moment-là, il faudrait que je voyage plus, puis ce n'est pas le cas dans mon cas. Je peux vous parler de ma vie en général, de mon quotidien, et comme aujourd'hui, la vidéo quand même des grandes différences qu'il peut y avoir entre la Chine et les autres pays en général, pas nécessairement le Canada, mais c'est ça. Sinon, il y a d'autres aspects qui, je vais l'aborder rapidement, mais je vais pas trop m'étaler. Il y a ce qu'on appelle de façon générale le mur de feu de Chine. En gros, là ici je n'ai pas d'image. Donnez-moi juste une seconde peut-être. Donc, sensiblement, le mur de feu chinois, qu'on pourrait dire ça comme ça, sensiblement, c'est de façon électronique, l'Internet ou autre, c'est qu'il y a un gros blocage, si on peut dire, par rapport à tout le... ici, je vais tricher en faisant une nouvelle... Donnez-moi juste une seconde, les amis. Donc, voilà.
si on le voit maintenant. Voilà. Donc, ça. Donc, sensiblement, là, c'est vraiment une façon imagée de le faire, là. Mais beaucoup de produits Internet, Google, Facebook, euh, plein de... et entre guillemets, bloqués de façon Internet par la Chine. En gros, tout ce qui est accessible n'importe où dans le monde, ou à peu près, là, on s'entend, des gros, voyons, sites. Là, j'essaie d'en penser à d'autres, mais je ne connais pas énormément. Oui, il y a la pornographie, pardon. Mais sensiblement, tout ce qui est accès à l'information, qu'on pourrait dire, externe. Donc, sensiblement, la Chine est un peu comme une espèce de auto-gérance de ce qu'il peut avoir sur Internet. Comme tout ce qui se passe en Chine, là, sans tomber nécessairement dans de parler de politique, la Chine va vraiment gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. C'est pour ça qu'on appelle le mur de feu, dans un sens, de la Chine, de façon multimédia dans tous les sphères. Que ce soit vraiment l'Internet, les jeux vidéo, la télévision, les films et autres. À chaque fois que quelqu'un veut importer quelque chose en Chine, ça doit passer par cette espèce de mur imagé. Et évidemment, le imagé, c'est le gouvernement qui met des grosses barrières des grosses barrières de restriction de comment on doit et ou non présenter les choses. L'une des choses les plus flagrantes, c'est de montrer, par exemple, un squelette à l'écran en Chine. Ça n'existe pas. C'est un truc très... c'est très vieux, là, c'est très culte dans l'univers de la Chine. C'est qu'on ne peut pas montrer à l'écran, que ce soit un jeu vidéo, un film ou autre, un squelette. Il doit toujours avoir un par-dessus. Si vous allez, par exemple, aller voir n'importe quel jeu, World of Warcraft étant un principal là, que moi j'avais entendu parler à l'époque, que les Undead, qui étaient des squelettes, étaient, entre guillemets, réhabillés un peu plus comme un zombie quasiment, en Chine. Donc c'est des choses comme ça qui sont très différentes. Une des parmi tant d'autres, là. C'est sûr qu'il y a des façons, entre guillemets, de passer à côté. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet à rapport à ça. Je vous laisse un peu voir par rapport à quoi. Pour accéder. Parce que sinon, quand tu es un étranger, puis que tu n'as accès que les trucs chinois, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que si tu comprends rien, c'est très 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 compliqué. Même aujourd'hui, même avoir une copine chinoise, des fois c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. J'ai appris à la longue et je suis très content d'avoir un téléphone qui me permet d'avoir ce qu'on appelle voyons. Je peux appuyer tout simplement sur un bouton sur mon téléphone et d'avoir la traduction de ce que je vois à l'écran. Ça c'est extrêmement pratique, là. Parce que juste commander au resto, parce que tous les restos maintenant sont rendus avec pas une application, mais tu scannes un code QR et tu commandes sur leur site, si on peut dire. Si tu veux commander n'importe quoi en ligne, mais c'est la même chose. Si tu veux acheter des billets d'avion, des billets de train, c'est la même chose. Donc tu dois toujours passer par une espèce d'application, si on veut, qui sont appelées des mini-applications qui sont souvent justement gérées, pas gérées, mais qui sont fournies par l'entremise de WeChat, parce que tu peux payer par WeChat ou Alipay. Donc ça, c'est une des choses qui... C'est sûr que à la force, tu apprends un peu à, comme je dis, à passer outre, parce qu'il y a des moyens. C'est, entre guillemets, techniquement, dans une espèce de zone super grise et même à certains points illégale, mais le gouvernement le laisse tant que ce n'est pas des façons vraiment drastiques et illégales d'amener de la propagande ou des choses comme ça, là.
C'est accepté, mais pas vraiment. C'est une espèce de super zone grise par rapport là, à ces produits qui sont, évidemment, ils sont connus par la chaîne, mais ça, mais bon. Mais bon. Comme je dis, je vais essayer de pas trop m'étaler sur le sujet parce que je préfère ne pas rentrer dans les sujets de politique là, en rapport à ça. Donc voilà. Sinon, ben, pour parler peut-être plus de moi, rapidement, moi je vais commencer un nouveau contrat. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Euh, je suis rendu dans une vraiment comme une petite ville. C'est un choix que j'ai fait. Ça me permet d'avoir un peu plus de souplesse par rapport à ce que l'école va demander. Parce que même l'école me dit on veut essayer de te donner ta chance. Parce que c'est toujours plus compliqué de trouver quelqu'un qui veut vraiment venir aussi éloigné de tout. Moi, c'est un choix que je fais parce que je veux aller chercher mon expérience. Et et en faisant ça, peut-être potentiellement 2 ans, je vais faire ma première année, je vais voir pour la deuxième. Mais dès que j'ai 2 ans d'expérience véritable, là vraiment, ça va m'ouvrir les portes et je vais aller chercher. Je vais même être capable d'aller chercher un 25, presque 25-30% selon de salaire supplémentaire. Surtout si j'apprends le chinois et que je deviens un niveau, ce qu'on appelle le HSK. En français, là, c'est le. Je ne sais plus le terme en français, là, mais c'est le ABC, je pense. Là. A1 qui est genre débutant, puis C2 qui est genre. T'as les connaissances, je pense que c'est la même chose en anglais aussi. Là. Mais en chinois, ça s'appelle le test de HSK. Sensiblement, bon, je n'ai pas, c'est pas une façon officielle parce que tu peux le faire sur n'importe quelle application de tester ton niveau. J'ai le HSK1, en gros, qui est débutant. Je connais 200, je crois que c'est environ 250 plus ou moins là, à mots. Je suis en train d'apprendre pour le HSK2 qui est presque un 750. Ça monte assez rapidement, exponentiellement. HSK3, là, tu tombes dans les 1000 et plus. Et le 4, c'est le niveau. En gros, tu es à l'aise en chinois. C'est pas bilingue, mais c'est à l'aise en chinois. Là, on tombe dans les presque 2000, je crois, pour être à l'aise. Et ensuite, le HSK5, là, c'est vraiment t'es bilingue pur et dur. Mais je pense que ça, c'est. Faut connaître, je pense, c'est 3000 caractères et plus. Ce qui est quand même assez intense. Je pense pas de me rendre là. Déjà, j'ai de la misère avec le HSK2. Déjà, comme je dis, si je me rends potentiellement, là, ça va peut-être me prendre je sais pas combien de temps. Parce que seul, c'est compliqué de le faire. J'apprends beaucoup passivement, donc c'est très, très, très lent. En un an, mettons que depuis 6 mois, j'ai pas vraiment mis la main à la pâte. Parce que j'ai essayé plusieurs méthodes et bon, ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. C'est vraiment bon. C'est dommage là, dans un sens. Donc ça. Mais comme je dis, si jamais je me rends à HSK4, qui est être à l'aise, je pourrais devenir une espèce de prof bilingue. Et ça pourrait vraiment me donner des opportunités quand même assez intenses. Puis même devenir un niveau beaucoup plus haut que professeur. Je pourrais même éventuellement devenir genre pas directeur, mais mettons assistant directeur ou des choses comme ça, d'école. Puis vraiment aller chercher quelque chose de plus haut et en ayant le bilinguisme jusqu'à un certain niveau, on s'entend, permettrait vraiment d'aller chercher des très 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 bons salaires pour la Chine. Je vous fais un petit survol rapide. Je vous dis pas le chiffre exact, mais dites-vous que je gagne très bien ma vie. C'est sûr que ça se compare pas vraiment en rapport à un salaire, par exemple, au Canada. Parce que c'est comme si je gagnais quasiment... Si, mettons, je ferais la proportion
de combien je gagne ici, puis le mettre, mettons, à vivre à Montréal, par exemple, c'est presque gagner plus que 6 000 $ par mois, après taxes, après les impôts. Genre, dans mes poches, c'est comme si j'aurais ça. C'est immense, c'est sûr que c'est difficile à comparer parce que ça se compare pas, là. Le niveau de la vie que j'ai, surtout dans la sorte d'emploi que j'ai, ben, l'appartement est payé. Donc ça, c'est un gros montant que si j'habiterais au Canada, c'est un 800 $ quasiment, là, environ, par mois, selon où ce que tu habites. Là. 700-800, si tu trouves un petit appart, une petite chambre. Là, ici, mon appart est payé. Euh, la- Pas vraiment le coût de transport est presque zéro. Là, je sais pas encore parce que je vais prendre le bus, mais le bus, on s'entend, ça va me coûter peut-être 2 $ par jour, puis encore. Je pourrais même prendre le taxi, mais là, le taxi, je pense que c'est assez cher quand même, malgré tout. L'école est assez loin. Mais en gros, je suis dans un dortoir qui est quand même assez loin de l'école, qui est à 20 minutes 25-30 minutes quasiment de taxi, là. Et bon, sur le taxi est pas cher, mais ça reste que de prendre un taxi à chaque matin et soir, bon, là, ce serait un 10 $ par jour, ce qui est quand même pas donné, là. Mais bon, presque 10 $ par jour, mettons un 8 $, là, mettons. Donc c'est sûr que tu veux prendre le bus, ça coûte rien, ça va me coûter à peu près 1, 2, 3 $ peut-être par jour, là, je sais pas encore, parce que j'ai pas commencé. Sinon la nourriture, ben ça dépend. C'est... je mange très bien, j'achète ce que je veux ou à peu près. Évidemment, je ne suis pas non plus malade là, à acheter l'espèce de... Parce qu'il y a toujours des trucs très très luxueux que je pourrais aller chercher, puis ça, bon, on s'entend. Genre, comme par exemple, il y a toujours dans les épiceries une section, euh, genre, bœuf Angus triple E de l'Australie, puis qui coûte, genre, la peau des fesses. Ok, et ça, j'achète pas ça. Même, même le bœuf, en général, j'en achète, je veux dire, je m'empêche pas, mais le bœuf en Chine est quand même très cher pour c'est à peu près le même prix que je payais au Canada, qui est environ à 20 quelques dollars le kilo, mais le reste, ça coûte rien ici, là. Le porc, le poulet surtout. Moi, dans mon cas, c'est la poitrine de poulet que je suis comme... Oh, je suis dans un monde parfait parce que les Chinois ne mangent pas la poitrine de poulet de façon générale. Les autres, pour eux, ce n'est pas une portion de poulet qu'ils utilisent de façon très commune. C'est très, très pas commun. Ils en mangent, mais ce n'est vraiment pas la partie la plus commune. Ce qui est au contraire dans les autres pays, c'est la portion généralement la plus chère, la poitrine de poulet. Mais en Chine, j'ai vu des poitrines de poulet à 4 $ le kilo, genre dans les quasiment pas les moins chers, mais dans les prix en général, là. C'est, dans les plus chers, je crois que j'ai vu 5 $ le kilo, environ, là. Évidemment, c'est toujours faire ça en comparaison, là, c'est dur à vraiment comparer, mais ça te donne une idée quand même. Moi, je suis content. La seule chose que je suis pas content, c'est où ce que je suis, il y en a pas beaucoup. C'est souvent, il faut que tu te demandes un peu à la boucherie. Je suis pas un fan de demander à la boucherie parce que, bon, je vous évite les détails, là, mais bon, la salubrité n'est pas la plus haute, pour le dire comme ça. C'est pas que c'est sale, mais bon, quand tu as été habitué à la salubrité quasiment impeccable, non, 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 mettons. Mais bon, c'est pas très grave, je me résigne à plus. Le porc, à la limite, c'est pas la fin du monde où je vais me forcer, je vais quand même acheter de la poitrine là, de poulet. Mais sinon, bon, je suis pas quelqu'un qui va dépenser énormément sur la bouffe. Ça va être plus la restauration qui, bon, c'est... Ça peut aller rapidement quand même. Tu sais, moi, je vais souvent prendre peut-être la restauration justement un peu plus luxe, on peut dire, en Chine, comme par exemple le barbecue.
Tu vois, ici, le barbecue, il est environ... Ben, c'est quand même pas cher, donc on s'entend. C'est 16-17 $, puis c'est du all you can eat, là, le buffet à volonté. Sinon, il y a les trucs plus hot pot, chaudron chaud, si on traduit. Ça, c'est quand même très connu hein, aussi, là, n'importe où ailleurs dans le monde. Là. C'est quand même assez cher. J'essaie même de m'éviter d'y aller parce que c'est pas que c'est pas bon, mais je trouve que c'est cher parce que c'est souvent. Puis bon, c'est ça. Ça n'a pas nécessairement une plus-value à comparer peut-être du barbecue. Puis là, bon, t'as des morceaux des fois un peu plus luxe. Là. Mais bon, je veux dire, rendu là, je fais tellement un bon salaire. Je pense que c'est les habitudes, mes vieilles habitudes qui restent de regarder le prix. Puis malgré que là, je vais faire un très très bon salaire, euh, c'est bon. Je veux rester économe dans un sens. Mais je pense que l'intérêt, c'est beaucoup je veux placer cet argent dans un sens pour le futur, non de le dépenser comme un niaiseux. Parce que tu sais, je suis rendu quand même à un certain âge, j'ai absolument aucun argent de côté. Euh, et j'ai environ encore peut-être 15 ans à travailler. Donc, tu sais, je fais des calculs, puis tu sais, je veux quand même avoir parce qu'en Chine, il n'y a pas de fonds de pension, à proprement parler. Donc, faut que tu ramasses ton argent, faut que tu la places, faut que tu la mettes à la banque. Puis, c'est sûr que d'avoir une copine, ça aide beaucoup. Euh, ça va aider beaucoup plus pour le plus tard. Là. Et éventuellement, mais que j'aurai mon 60 ou 65, je sais plus, je pourrais demander voyons, je cherche mes mots, pardonnez-moi, le truc de vieillesse au Canada qui donne plus ou moins 1000 dollars et quelques. Là. Je pense évidemment c'est rapport à ce que tu as travaillé dans la vie. Et c'est un montant d'argent que je peux prendre même si j'habite en dehors du pays. Ce qui me permet de vraiment vivre. Parce que 1000 dollars par mois en Chine, je peux pratiquement vivre avec juste ça. Je pourrais pratiquement vivre avec juste ça. Si je voudrais. C'est très 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 possible, puis je vis quand même très bien. Je fais pas de dépenses stupides non plus avec ça, là, on s'entend. Mais si je ramasse mon argent, puis rendu à 60, il me semble que c'est 65, là, je ne me souviens plus, la pension de vieillesse, le mot vient de me revenir, la pension de vieillesse. Moi, ça va vraiment être... je fais un peu le choix indirect de quitter le Canada de façon plus ou moins permanente pour l'instant. Je ne pense pas revenir de façon permanente. Habiter, là, je parle vraiment de long terme. C'est quelque chose, c'est un sacrifice que je fais. Ça me fait mal un peu parce que c'est beaucoup le social qui me manque, que j'avais à Montréal. Mais ça faisait quand même plusieurs années que je devais faire un peu ce choix, surtout là, après le COVID. Là, ça faisait 3 ans. Je tournais en rond, je savais pas comment trouver mieux au Canada, ou au Canada même en général, à moins de tomber dans un emploi que j'aime vraiment, vraiment pas, puis juste être pareil, payé tout ou plus, peut-être un 30 piastres de l'heure, puis encore, là, si je pousse dans les emplois que vraiment... avec l'âge, ces emplois-là, c'est pas des emplois que je visais vraiment, là, c'est des emplois surtout dans les entrepôts comme à Post Canada ou des choses comme ça. Mais bon, voilà. J'essaie de voir, on est rendu presque à 1 heure de blabla, malgré tout. Donc c'est ça, donc je voulais quand même vous parler de ce qui se passait, gênez-vous pas, je sais que vous êtes encore très très peu nombreux sur cette chaîne à me regarder, mais gênez-vous pas, posez des questions, donnez-moi des idées sur quoi vous voulez que je parle, parce que moi j'ai beau regarder, je veux pas non plus copier les espèces de... Je dépense un montant X par jour, en tout cas, j'essaie de rester un peu quand même authentique à rapport à ce que moi j'aimerais faire. Et souvent ça va être des trucs comme ça, un peu
Très, très, très... Parce que dites-vous, c'est 99% c'est improvisé, là. J'ai un plan en tête de ce que je veux dire, mais c'est tout. Rien d'écrit, rien de préparé, vraiment. J'ai fait ça en 10 minutes, la préparation, vraiment, les images, là. Donc voilà, les amis. Donc, ça sera ça. Le prochain vidéo va être peut-être dans quelques semaines, peut-être parler justement de c'est quoi mes cours, à quoi ça ressemble, ma vie vraiment, la routine de vie avec le travail, des choses comme ça. Ça va être sûrement dans un mois presque, là, je dirais, pour vraiment là, voir le train de vie en rapport à ça, comment ça va aller. Donc, voilà. Je vous dis bonne soirée.